Ok, volontiers. Donc moi je suis professeur à Catch Business School, où je suis le directeur académique du MAI Formation Continue. Donc j'accompagne tous nos acheteurs, managers achats, directeurs achats qui ont plus de 26 ans pour faire court et donc D'accord. qui sont gérés au niveau de l'executive education, hein. Ça veut dire donc le MAI spécifique pour ces populations, soit qui changent de vie, veulent devenir achat, soit au contraire sont achats depuis 15, 20, 25, voire 30 ans, mais qui veulent revenir sur des basiques, prendre du recul par rapport à leur métier, voir comment accompagner leurs équipes, et puis aussi beaucoup de programmes sur mesure pour des grands groupes français principalement. Super, Et puis je super. suis également chercheur associé donc à l'École Polytechnique, où je Ok. conduis mes recherches sur l'innovation collaborative, sur les questions des soft skills des innovateurs aussi, ce que je fais dans le cadre d'un autre institut qui s'appelle l'Institut pour la transformation et l'innovation. Et puis j'accompagne des entreprises, principalement des grands groupes, pour gérer leurs relations d'innovation quand ils ont un peu un problème de crise. Je D'accord. n'arrive pas à contractualiser avec ce super partenaire, comment je fais? D'accord. Donc essayer de voir comment, où se situe le problème et puis essayer de le résoudre. Alors il y a eu une première connexion au début du siècle, quand j'ai commencé mon parcours professionnel au marketing chez Sephora. Donc au début du siècle, chez Sephora, marketing et achat, c'était la même chose. Et donc j'ai commencé, comme beaucoup d'acheteurs, par nettoyer la S400, faire une taxonomie sur les pinceaux maquillage, renouveler la gamme de pinceaux maquillage. Et puis j'ai oublié ça pendant quelques années pour bosser dans la course au large, puis le conseil en stratégie. Et là, j'intervenais de temps en temps. Je voyais les achats quand je travaillais sur de la refonte de portefeuille d'innovation, du travail sur l'amélioration des comptes clés. Mais j'y touchais pas particulièrement. Et puis, il y a 11 ans, j'ai quitté le conseil en stratégie pour me lancer dans une thèse. Et j'ai fait ma thèse sur les questions d'innovation collaborative entre clients et fournisseurs. Et assez rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait une fonction qui avait l'air sur le papier top pour gérer cette Ouais, interface. ouais. Mais quand on interrogeait les fournisseurs ou même les personnes de R&D, qui était le milieu d'où je venais plus tôt, en fait, ça plantait à cause des acheteurs. Et quand on regardait dans la littérature, à part la littérature en achat, en règle générale, c'était marqué non mais si l'open innovation ça plante, c'est à cause des acheteurs. Donc j'ai eu envie de creuser et j'ai creusé, j'ai rencontré pas mal de gens dans le milieu des achats en France, jusqu'à ce que un des pionniers en France, qui était Hubert Delatte aux achats innovation, me dise écoute, plutôt que de te parler en entretien, viens faire le métier avec moi. Je vais te montrer comment ça marche. En faisant, tu comprendras comment ça fait. Donc pendant 7 ans, j'ai travaillé à mi-temps dans l'automobile, à faire de l'achat innovation, et donc à développer, à faire ce job, D'accord. ce job terrain, mais également à prendre du recul et puis à travailler sur le sujet, à rencontrer d'autres personnes qui avaient d'autres pratiques, à les recroiser, à voir quels étaient les impacts, quelles étaient les limites, comment on se formait sur le sujet. Donc c'est vraiment d'abord une curiosité pour se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que cette fonction qui devrait tout faire absolument de manière fantastique et qui est cette fonction d'interface, pourquoi ça marche pas? Et puis après, cette rencontre avec quelqu'un qui réussissait à faire que ça marche. Alors, moi l'émergence vient du fond des âges. Et on est en effet sur ce renouveau de la valeur, hein. Les questions d'analyse de la valeur, c'est quelque chose qui a été développé chez General Electric. Donc la précédente guerre mondiale, hein, la seconde, où quand on avait également des pénuries, notamment de pièces sur les turbines, et qu'il a fallu se poser la question de dire mais comment je fais tourner mes turbines quand j'ai des pénuries d'approvisionnement, et s'est développé toute cette approche d'analyse de la valeur qui a très très bien fonctionné, notamment dans les milieux d'ingénierie.
jusqu'aux années 70, et puis années 70, libéralisation, internationalisation de l'économie, déglaciation. Il a été tellement facile de réduire les coûts. Il suffisait de taper un peu plus fort et de viser un petit peu plus loin, d'aller pêcher un petit peu plus loin pour réduire les coûts, qu'on a oublié de réfléchir finalement à ce qu'on faisait. Ouais. Et quelle était la valeur de ce qu'on construisait et donc derrière aussi de ce qu'on achetait. Et la situation qui est de plus en plus tendue ces dernières années fait que on se remet à réfléchir, on se remet à dire finalement pourquoi est-ce qu'on conçoit des produits, des services, comment on les conçoit, à quoi ça sert, et donc où est la valeur là-dedans. Et forcément ça diffuse pas mal au niveau des achats, et c'est vrai qu'il y a tout un mouvement avec l'Université de la Valeur. Tu as déjà reçu mon ami et co-auteur Hugues Poissonnier qui travaille vraiment beaucoup sur le sujet, et c'est vrai que dans l'Université de la Valeur, il travaille plutôt sur mon portefeuille achat, comment j'essaye de l'optimiser en travaillant sur la valeur. Le value-based procurement a la même définition de la valeur. La valeur, c'est pas un prix, c'est un rapport qu'on doit optimiser entre l'ensemble des bénéfices qu'on peut apporter et l'ensemble des coûts qu'on doit supporter pour apporter ces bénéfices. Sauf que le value-based procurement ne va pas travailler à l'échelle d'un portefeuille d'achat, mais plutôt sur un processing de sourcing, de sourcing stratégique, puisque c'est le terme consacré depuis les besoins jusque RFI, RFQ, négociations suivies. Et le value-based procurement, en fait, c'est une méthode qui a été inventée financée par la Commission européenne, avec un projet qui menait des acteurs de la santé publique. Donc en France, il y avait le RESA, il y avait le BCG. Le RESA, pour ceux qui nous écoutent, le RESA, c'est une centrale, un groupement, plutôt dans le monde de la santé, qui est vraiment un groupement autour des structures hospitalières, et puis qui s'est étendu également au monde médico-social maintenant, qui est assez large, et qui sont assez en effet innovants dans ces approches-là. Ouais. Ça fait partie du groupement financé par la Commission européenne, en fait, qui a décidé de se dire, mais finalement, quand on fait notre achat hospitalier public, c'est quoi un achat hospitalier public performant ? Et un achat hospitalier public performant, finalement, c'est une inspiration de ce qu'on voit un peu dans les évolutions dans le monde de la pharmacie et de la santé un peu holistique, alors qui était dans les années 90 en Inde et qui commençait à arriver chez nous, à dire finalement un achat, c'est les gens qui sont de la santé, faut que les gens soient mieux soignés, il faut que ça coûte moins cher à la Sécu. Puisque s'ils sont mieux soignés, ça coûte moins cher. C'est de rentrer vraiment dans une démarche assez globale. Ouais. Et dans cette démarche globale de la santé appliquée à l'achat, ce groupe de travail, en fait, en allant chercher des outils classiques du marketing, du design thinking, de l'analyse de la valeur, de belles matrices très certainement classiques à la BCG, mais également des insights venant de l'ensemble des parties prenantes du secteur de la santé, se sont dit on peut peut-être faire de l'achat d'une autre manière. Et c'est là que ça a été créé, en fait, cette analyse de value-based procurement, qui consiste donc à identifier l'ensemble des bénéfices potentiels et l'ensemble des coûts potentiels. Donc les coûts potentiels, on raisonne bien entendu en TCO, donc ça, assez classique. Là où ça va vraiment, assez classique théoriquement. Après, en pratique, c'est encore autre chose. Mais cette partie théorique est assez classique. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie bénéfice. Et là, le value-based procurement, ça consiste à regarder finalement qui sont l'ensemble de mes parties prenantes. Et qu'est-ce que mon achat, comment va-t-il toucher l'ensemble de mes parties prenantes ? D'accord. Donc on va travailler sur mon médecin, mon patient, mon soignant, l'expert comptable aussi peut-être, l'équation financière aussi est là,
la société dans son ensemble, la sécu, voire aussi le fournisseur. Un des exemples sur lesquels ils ont le plus communiqué, c'était celui de l'achat de gants vinyle ou latex. Et de dire, l'achat de gants latex est beaucoup moins cher que l'achat de gants vinyle. Et je crois que est-ce que c'est un facteur 2 ou un facteur 10, mais c'est non négligeable. Par contre, le latex qui est beaucoup moins cher, vous avez peut-être une personne sur 10 qui est allergique. Et donc, vous avez un risque d'allergie sur le soignant, et donc un coût en termes d'arrêt maladie et de remplacement du soignant, voire de décalage d'opération. Et vous avez aussi des risques de choc sur le patient. Donc un coût humain qui est parfois non négligeable, mais également un coût pour la société en termes de sécu, parce qu'il faut soigner plus. D'accord. Donc en prenant en compte, en disant si on va regarder cet achat de gants, ou d'une commodité assez classique, il faut peut-être penser à avoir un mixte entre du vinyle et du latex. Et puis, quand on a un doute et qu'on ne sait pas s'il y a des allergies, tant pis, on va choisir le plus cher, mais on sait que, pris globalement, le rapport bénéfice-risque, bénéfice-coût, n'est absolument pas le même. D'accord. On est sur... Alors, c'est encore poussé un peu plus loin parce que justement, il y a les outils du design thinking, il y a l'utilisation de la matrice de canaux, essayer de voir ce qui est intéressé. Ce sont des choses qu'on voit aussi dans l'analyse de la valeur d'un portefeuille achat, mais là, qui vont pousser un peu plus. On va dire le renouveau du design thinking fait qu'on pense utilisateur, voire on va penser société. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter. Je sais que le ministère de la Santé en France essaye de développer l'idée un peu partout dans les hôpitaux. La Commission européenne est en train également de développer ça. Normalement, devrait y avoir une série d'événements de présentation de toutes ces bonnes pratiques dans le monde de la santé. Okay. Mais ce qui est super intéressant, c'est que cette méthode qui a été conçue pour le mode de la santé et de la santé publique, en fait, ça fonctionne ailleurs. Mais oui. Et ça, c'est top. En fait, moi, j'ai mis ça en arrivant au MAI il y a 3 ans. C'est un exercice obligatoire dans le cours de stratégie, de stratégie achat. À la fin, je demande aux élèves en fait de reprendre un de leurs achats et de se dire et si maintenant je faisais du value-based procurement sur cet achat ou certains sur des achats en cours, qu'est-ce que ça donnerait? Comment je vois différemment mon achat? Ouais. Je dois acheter un nouvel aspirateur. Bon, classiquement, je vais demander à mon prescripteur, et encore, classiquement, je vais regarder, ok, j'avais acheté ça l'an dernier, comment je vais faire acheter ça 10% moins cher. Mais si je veux aller un peu plus loin, je vais demander à mon facility manager. Mais tiens, je pourrais peut-être demander aussi à ma femme de ménage. Parce que finalement, si j'achète un truc, mais qu'elle est cassée en deux, l'efficacité globale, elle n'est pas là. Et puis, je vais commencer aussi à me dire, oui, mais il y a l'ergonomie pour le personnel de ménage, mais il y a peut-être aussi la pollution de l'air pour les gens qui sont autour. Et puis derrière, quand il s'agit de recycler, qu'est-ce que j'en fais? Et donc peut-être que je vais aller voir sur le prestataire également de recyclage, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des appareils qui vont trier les déchets liquides, les déchets solides? Je ne sais pas, mais en fait ça oblige à repenser l'impact de son achat, de se dire finalement, moi en tant qu'acheteur, je peux aller plus loin que juste cocher des cases et réduire les coûts. Et surtout pour moi, ça oblige à retravailler sur le cahier des charges. Concrètement, première étape, je commence à un peu plus raisonner en TCO, et c'est là que l'exercice force à minima commencer à raisonner en TCO. Ensuite, à réinterroger le cahier des charges, et donc à aller souvent un peu plus loin que le bout de mon nez, d'aller au-delà de la demande du prince, et de se dire, mais finalement,
il n'y a pas que l'acheteur et celui qui me commande, il y a aussi les utilisateurs finaux. Et j'ai eu très souvent des travaux très intéressants quand on a travaillé sur du value-based procurement, sur notamment de logiciels RH. Pour l'achat de logiciels RH, c'est l'acheteur SI et la DSI qui fait la commande et le cahier des charges. Donc on a un super cahier des charges qui permet de bien rentrer les trucs dans les logiciels et qui tourne bien sur les serveurs de l'entreprise. Mais souvent on s'aperçoit que oui, non mais en fait, est-ce que tu as été demandé au RH qui va l'utiliser au quotidien, celui pour lequel c'est fait, quoi. Ouais. Et quel est l'impact aussi sur ton personnel qui va recevoir sa fiche de paye derrière? Est-ce qu'elle va être plus fiable? Et très souvent, ce travail est oublié parce que l'acheteur est pris dans des routines, est pris par le temps. Ouais. Tu vois, ça fait presque... Et oublie qu'il a un impact. On a tous en tête ces beaux jardins publics avec une belle allée qui tourne sur un angle 90 degrés et puis la pelouse qui est traversée avec un sillon parce que les gens ne suivent pas l'allée mais suivent le sillon. C'est qu'on n'a pas écouté finalement qui était l'utilisateur final de cette, c'est un bon exemple. De cette belle allée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'on va aller au-delà du besoin. Ouais. Tu vois, tu disais, on va revisiter le besoin. Mais non, en fait, on va aller au-delà du besoin, on va penser à l'impact de mon achat. Ouais. C'est quoi l'impact de ce que je fais? Et donc, en tant qu'acheteur, ce que je fais n'est pas anodin. Le fait même de prendre un cahier des charges, dire, ok, c'est toi, de manière client interne, qui connais, donc moi, je connais pas. En fait, non, parce que ton job, c'est peut-être de vérifier et de faire en sorte de le challenger lui, mais de le challenger lui en pensant que ton achat va avoir un impact financier sur la satisfaction de ton client interne, mais aussi sur ton usager final, voire au sens plus large. Et c'est là que c'est intéressant dans le VBP et de partir sur le secteur de la santé qui pense finalement au système de santé. Et quand on fait le transfert sur des domaines hors santé, outre le fait que ça secoue un peu parce que faut essayer d'y retrouver ses petits. Alors moi j'ai l'avantage de faire ça en tant que professeur, donc ils n'ont pas le choix. Mais ça veut dire que ça les oblige à se bousculer, à dire mais finalement comment je transpose à mon domaine qui peut être très éloigné. Eh bien le fait de penser système de santé dans le domaine hors santé, c'est finalement penser responsabilité. Et responsabilité sociétale. Et là, pour ceux qui sont vraiment motivés, ça les amène à aller beaucoup plus loin. Et un des meilleurs exemples dont on peut parler, je crois que ça a été publié dans la lettre des achats, c'est Véronique Masson de La Taille qui avait fait avec nous cet exercice sur l'achat d'abonnements presse. Et elle a poussé l'exercice vraiment jusqu'au bout en allant demander aussi son avis aux fournisseurs. Et elle a réussi à trouver, en appliquant cette méthode, en le faisant sérieusement, en regardant l'ensemble de ses parties prenantes, des bénéfices pour son entreprise, financiers, des bénéfices en termes de décarbonation, donc on va dire aussi pour l'entreprise et la société, pour l'utilisateur interne, pour le service de comptabilité qui gérait mieux les abonnements et payait mieux, pour le fournisseur aussi, parce que le fournisseur il avait le juste besoin et il était payé à temps, sans qu'il y ait de litige, et il connaissait mieux le client, donc il pouvait proposer des choses. C'était assez impressionnant de voir comment sur un achat qui a priori n'était pas impliquant, avec un travail non négligeable, fait sérieusement par quelqu'un de sérieux, apporter des bénéfices finalement à l'ensemble de la chaîne de valeur et des parties prenantes. La principale limite, c'est le temps qu'on peut et qu'on veut y consacrer. Ouais. Et donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment la principale limite, c'est de réussir à dégager du temps ou à se faire dégager du temps. S'entraîner, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ta première étape, on va dire à minima si tu veux faire ça,
c'est de lire le cahier des charges et de questionner ton client interne en ayant l'idée que ce que tu vas acheter, ça va être utilisé, qui est son utilisateur. Donc ça peut être quasiment un cahier des charges, autour d'un café et du cahier des charges, juste de se poser la question. Deuxième étape, c'est d'aller voir ton utilisateur final pour essayer de savoir ce qu'il va en faire. Ouais. Troisième étape, tu commences à raisonner en TCO, et puis après on peut aller plus loin sur l'ensemble c'est une bonne manière de... Mais ce qu'on voit très souvent, c'est qu'il y a une résistance au changement forte. Moi, j'ai vu ça régulièrement dans les DSI, où maintenant, l'acheteur, tu passes ton domaine, le cahier des charges, on te l'a fait, et il fallait s'accrocher pour l'acheteur pour essayer de le mettre en place. Mais assez rapidement, une fois qu'on avait réussi à passer cette résistance au changement, et c'est vrai que c'est là que l'exercice académique était utile, parce que l'acheteur a à ce moment-là un mandat. Non mais attends, il faut que je rende mes devoirs, sinon je ne serai pas diplômé. C'est comme ça que nous on passe la barrière, donc va quand même au-delà de ce qu'on l'autorise à faire, mais dès qu'il est passé au-delà et qu'il montre à son client interne notamment et à son chef les résultats que ça donne, mais c'est pas mal finalement, on pourrait peut-être le généraliser sur d'autres appels d'offres. On a senti quand même très, très régulièrement ce premier passage de la résistance, de dire mais non, mais premier écueil, c'est le temps. Et c'est de dire mais moi mon cahier des charges, il faut que le RFQ il soit lancé dans 10 jours, et dans 4 semaines qu'on ait choisi le fournisseur, d'ailleurs il est presque choisi. Et donc il faut réussir à s'insérer là-dedans. Mais c'est vrai que même souvent les fournisseurs, alors peut-être les très gros mastodontes des DSI n'en ont rien à faire de qui sont les usagers, ce qui compte c'est de vendre de la licence. Mais on va dire la plupart des fournisseurs aiment bien savoir comment va être utilisé leur produit, parce que ça leur permet que leur produit soit plus performant, donc qu'il soit revendu, voire qu'ils préparent la version d'après. Donc c'est quand même une démarche orientée, on va dire une démarche orientée utilisateur. Et si on veut aller plus loin, orientée société, développement durable, parce qu'on va regarder l'ensemble des parties prenantes, qui est plutôt vertueuse. Je vous passerai les best practices et notamment, je pense, le livret du RESA en français est plutôt pas mal. Il y a 2 livrets sur comment appliquer le value-based procurement. Alors l'idée, c'est de les utiliser, mais comme source d'inspiration, puisqu'on est dans un autre domaine, c'est plutôt vraiment de se dire, je raisonne sur le bas de l'équation en TCO et sur le haut de l'équation de la valeur, c'est-à-dire que les bénéfices, en regardant un maximum de parties prenantes et de voir finalement quel est l'impact de mon achat sur ces parties prenantes. LinkedIn, Twitter ou le site internet de Kedge Business School, voilà. Un grand merci à toi pour cet échange, et puis on va continuer à partager et à faire grandir ce métier achat.